de 5 minutes. 5 minutes? Oh là là! Acte 1. Bienvenue dans la 3e saison des Ch'tis versus les Marseillais. Après la saison 1, qui seront les meilleurs? La saison 2, la revanche. Voici venu le dernier opus, l'ultime prophétie. Cette année encore, vous verrez les meilleurs DJ, les meilleurs animateurs de soirée, les meilleurs toiletteurs pour chiens, de Dunkerque à la Corniche s'affronter pour leur avenir. Ils seront beaux, ils seront bêtes, ils seront en chaleur et ils seront à Mykonos. Opposés géographiquement, beauf du nord et beauf du sud, kékés consanguins et kékés au cerveau ravagé par le soleil, ils se révéleront finalement très proches, comme le prouve leur langage choisi, quelques morceaux choisis. Une Marseillaise s'écrit, c'est la cerise sur le pompon. Quand un ch'ti aurait préféré, à un moment donné, il faut mettre... Ah, c'est difficile de faire... Je sais pas bien faire l'accent ch'ti. À un moment donné, il faut mettre les barres sur les T, les points sur les I et les points en fin de phrase. Une ch'ti s'esclave. On dirait Di Carpaccio dans Titanic. Un Marseillais se moque d'elle, elle n'a pas inventé le fil à couper l'eau chaude, ça va. Cela dit, si les Marseillais ont des préoccupations plutôt terre à terre, chacun cherche sa porte à midi, il faut reconnaître aux ch'tis une certaine supériorité intellectuelle dans leur questionnement existentiel. On descend des singes quand même, ou on monte des singes? Marseillais et ch'tis, même combat, même stupidité, des gens si simples, qui ont en partage leur amour pour les lieux communs et les punchlines foireuses, que de ressemblance. Acte 2. Coucou les chouchous, comment ça va aujourd'hui? Je vous propose, puisque la Saint-Valentin et la journée de la femme sont passées, que vous êtes maintenant toutes grosses célibataires et déprimées, de traiter du plus beau sujet de l'histoire, l'amour avec un grand A. On dit souvent, et qui se ressemblent s'assemblent, et on dit moins souvent, les opposés s'attirent. Question hautement philosophique. C'est vrai que c'est plus facile de s'entendre avec quelqu'un qui nous ressemble, mais admettons-le les filles, on a déjà toutes rêvé de se faire surprendre par une énorme poutre de Bamako au détour d'un parking. Oh oui, c'était pas ma petite Noël, oh ma coquine. Mais en fait, j'ai la solution. Les opposés s'attirent parce qu'ils se ressemblent. On fait tous dodo, on fait tous popo, on est tous des bisounours. Tout le monde il est gentil, il est consanguin au pouvoir. Acte 3. Vous n'êtes pas un vrai candidat. Vous m'avez traité de semi-démente. Eh bien, ça vous laisse une bonne moitié. Vous ne servez à rien, madame. Sinon, à distiller de la haine. Vous ne servez à rien, monsieur, sinon à donner des voix à Hollande. Vous êtes une imposture. Et vous, une hypocrite. Et vous, un coprolite orchidoclaste. Et vous, une gourgandine coureuse de rempart. Et vous, un Paul Paltoquet flagorneur. Et vous, madame, une vieille carte narco-gandrite. S'il vous plaît, madame Le Pen, monsieur Mélenchon, calmez vos ardeurs, calmez vos ardeurs. Je vous prie de vous écouter et de vous respecter. Tu vas voir si je vais la respecter, la blondasse, là. Au nom de tous les ouvriers de France et de Navarre, je jure que je la prendrai par le derrière. De toute façon, t'as une bite bien trop petite pour faire quoi que ce soit. Et soudain, le coup de foudre. Jean-Luc dégaine son étifal. À la fin de l'envoi, il touche. Marine est bouche bée, béate d'admiration devant une telle œuvre divine. Et moi, général dans le public, suivi d'une gêne intense, provoquée par le coït spontané et inattendu de ses deux adversaires réconciliés. Ces 3 petites scénettes vous ont, je l'espère, éclairé sur notre mystère du soir. Existe-t-il une attirance autre que sexuelle? Sommes-nous tous pareils? Sommes-nous tous identiques? Sommes-nous tous des homos? La morale de cette histoire, c'est que si la ressemblance n'est pas immédiatement évidente, elle se cache, elle se voile pour mieux nourrir une attirance profonde et véritable. Ah, c'est tout ce que j'en ai. Ça pourrait presque être de la poésie en prose. Mais en parlant de poésie, peut-être que la solution est là. Peut-être que vous connaissez tous l'oxymore, l'obscure clarté, ma belle Elisa. Peut-être toi, mon oxymore, mon soleil noir de la mélancolie. Mon aimable pestilence, hâte-toi lentement de traverser ce minuscule infini.
et pour sentir avec moi la splendeur invisible de ce silence assourdissant. Mais non, je te prie, reste là où tu es. Car, comme le disait le beau puceau d'Andy Warhol, l'attraction la plus excitante se trouve entre deux opposés qui ne se rencontrent jamais. Eh bien, je suis très content d'être excité ce soir, car je ne finirai jamais avec toi. Pour défendre le contre, tu disposes de 5 minutes. 5 minutes. Oh là là. Chers avocats, chers plaidous, cher public, bonsoir. Ce soir, c'est la demi-finale. Ce soir, voilà que la joute verbale m'oppose à mon frère de cœur, qui me rend mal, mon frère de baby-foot, mon frère de beer-pong, mon frère de rire et de larmes, mon frère d'assaut. L'étendue de son talent n'a d'égal que la superficie de ses tempes, déjà un peu dégarnies. C'est Mathieu. Oui, d'abord je flatte, après je clash. Donc je me dois ce soir de vous expliquer que cette proposition, que je pensais voir apparaître au tableau, mais qui n'est pas derrière moi, donc cette proposition qui était les opposés s'attirent parce qu'ils se ressemblent, est fausse. Je plaide le contre. À vrai dire, c'est compliqué, parce qu'on ne sait pas bien comment la prendre pour la retourner. Je suivrai donc cette bonne vieille position qui nous a tous missionnés ici, le plan à 3, partir. D'abord, je soulignerai l'absurdité de l'intitulé. Les opposés s'attirent parce qu'ils se ressemblent. Décidément, après des siècles, à chaque event, on essaie de vous prouver par tous les moyens possibles qu'on n'a pas été sélectionné sur des critères intellectuels. Est-ce qu'on peut vraiment se ressembler si on est opposé? Dans la question même, il y a un problème. Ensuite, ça va se compliquer, donc peut-être buvez un coup. Je ne sais pas quoi faire de la négation. C'est-à-dire, est-ce que les opposés s'attirent pour la raison qu'ils ne se ressemblent pas, ou est-ce qu'ils ne s'attirent pas pour la raison qu'ils se ressemblent? Je vais donc m'opposer à ça. Avant tout, les opposés ne se ressemblent pas. Un gros, un maigre, le chaud, le froid, un petit, un grand, Ryan Gosling, Mathieu, non vraiment ça se ressemble pas. Mais admettons que les opposés se ressemblent. Quand vous vous ressemblez, vous ne pouvez pas vous attirer. Vous aimez taxer les clubs à vos potes, c'est gratuit, c'est cool. Mais vous aimez pas qu'ils vous en taxent, ça fait super chier. Vous m'accuserez de subjectivité peut-être. Alors penchons-nous sur une matérialité concrète. Une exactitude scientifique, le corps humain. Vos yeux sont de part et d'autre de vos jolis nez. Ils sont opposés, mais ils ne s'attirent pas. Ou alors vous êtes un peu spécial. Vos mains, elles se ressemblent, ce sont les mêmes. Mais elles ne s'attirent pas, sauf pour applaudir, c'est vrai, de temps en temps. Mais avouez-le, leur attirance est plus grande pour une autre forme de frottement. Non, les opposés ne s'attirent pas parce qu'ils se ressemblent. Prenons l'exemple le plus récent que nous ayons eu sous les yeux. Vincent et Noël viennent de s'opposer. Se sont-ils attirés? Sans aucun doute. La tension érotique était palpable, on a tous eu très très chaud. C'est matérialisé, ça parlait de crème et tout ça, mais est-ce qu'ils se ressemblent? Non. Les opposés s'attirent justement parce qu'ils ne se ressemblent pas. Les opposés, souvent c'est contraire, ça ne s'entend pas. Mais parfois c'est complémentaire, ça s'emboîte. Nul besoin ici de m'accuser de perversité, ça fait bien longtemps qu'on l'a remarqué. Parce qu'en effet, ce soir, c'est contre Mathieu que je plaide. Mathieu, c'est la fine plume de l'équipe. L'affaire littéraire. On va donc faire une minute littéraire et on va aller voir ce que disent les grands sages des temps anciens. Denis Diderot a tout compris à l'attirance des opposés. Il en a fait une fable assez connue, c'est la fable de la gaine et du coutelet. Pour ceux qui ont du mal avec le vocabulaire, une gaine c'est comme un fourreau, je suis désolée, j'avais pas d'autre terme. Et un coutelet c'est comme une épée mais un peu moins longue et un peu plus épaisse. Diderot a compris que les opposés s'attirent mais ne se ressemblent pas du tout. Il a compris sa morale, puisque ce soir tout le monde fait la morale, de façon tout à fait distinguée sur la fusion au-delà de l'opposition. Coutelet, ne voyais-tu pas que Dieu te fit pour aller à plusieurs gaines, et toi gaine pour recevoir plus d'un coutelet? Je cheminais donc gentiment sur le trottoir des sages anciens à la recherche d'éclaircissements, et je me suis dit, pour ce sacré Mathieu, allons donc voir ce qu'en dit Saint Matthieu. Pour un récit parfaitement réaliste, il faut savoir que je n'ai absolument aucune éducation religieuse, et je m'excuse d'avance si je froisse les sensibilités. J'ai donc découvert l'évangile, n'ayant aucune connaissance de la chose, avec la plus grande innocence et la plus grande candeur. Et j'ai donc lu. Pourquoi voyez-vous une paille dans l'œil de votre frère, tandis que vous ne voyez pas une poutre dans le vôtre? Ah. Alors, deux réflexions de voir en esprit.
D'abord qu'effectivement, ça doit pas être facile de voir l'œil de son voisin quand on a une énorme charpente dans l'œil. On me glissa alors à l'oreille qu'il s'agissait d'une langue métaphorique. Deuxième surprise donc, la métaphore de la poutre pénétrant dans un milieu humide. Mais pourquoi pas? Intrigué, j'ai donc poursuivi mon exploration du Matthieu sacré. Entrez par la porte étroite, car la porte large et le chemin spacieux mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui y entrent. La porte étroite et la porte large dans laquelle beaucoup entrent. On sait que Saint Matthieu n'avait rien à voir avec ce mignon pervers de Diderot, pourtant il y a bien là une attirance intellectuelle et non sexuelle du tout, vers des champs métaphoriques très semblables. Voici donc démontré que des opposés qui ne se ressemblent pas du tout sont attirés par les mêmes choses. On a du mal à voir la paille, mais on sent la poutre. Vous savez que cette proposition est fausse. Je conclurai donc avec les mots d'un grand marquis un peu triste. Voir c'est croire, mais sentir c'est être sûr. Est-ce que tu disposes d'un droit de réponse d'1 minute? 1 minute? Oh là là! Elisa, je pense ce soir qu'une fois de plus, tu t'es retenue, tu t'es contrainte. Au fond, ce sujet était parfaitement adapté à ta personne. Qui de mieux qu'une haltérophile lesbienne refoulée pour défendre le contre ce genre de sujet? Et je crois, ma belle, que je vais simplement te laisser ma place pour que tu puisses enfin faire ton coming out. Tu disposes d'un droit de réponse d'1 minute. 1 minute? Oh là là! De la même façon qu'à PDC, quand on essaie de vous convaincre qu'on a une grande force intellectuelle, vous remarquerez qu'on a aussi beaucoup de subtilité sur tout ce qui est un peu sexuel et on n'est absolument pas obsédé par ces choses-là. Donc je répondrai absolument sur le même ton que vient de me critiquer Matthieu. Je pense que Matthieu a beaucoup de frustrations sexuelles qu'il a essayé de vous témoigner ce soir, si on a qui veulent le soulager, je pense qu'il pourrait être éventuellement intéressé. Il est célibataire depuis peu, mesdames, messieurs aussi, je pense que... Matthieu donc qui ose proclamer de façon très solennelle, comme sur la scène de la Comédie Française, acte 1, avant de nous parler de Bienvenue chez les Ch'tis, il faut oser. Il se veut donc grand littéraire, beaucoup de respect pour la cause théâtrale, nos amis de comédie apprécieront. Mathieu qui essaie de faire parler sa diversité culturelle, sa diversité géographique, il fait genre, il regarde TF1, M6, il n'arrive pas à imiter les accents, on est né dans le 5e, on a grandi dans le 16e, c'est dur pour nous. Mathieu qui nous parle donc de l'amour pour les lieux communs, et qui nous en fait un grand étalage. Mathieu qui nous parle des bisounours, ses vrais amis dans la vie, c'est eux qui le réconforteront ce soir si parmi vous il n'y a pas de grand élu. Mathieu qui nous parle de Mélenchon et Le Pen, on sent qu'il se sent concerné par leur cause, on sent qu'il est très extrême comme garçon, très très extrême. Et Mathieu donc qui prône la réconciliation dans le Covid, une grande cause pour laquelle je ne pourrais que le rejoindre. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, je vais vous demander toute votre attention pour une raison extrêmement simple. C'est que ce soir, chacun d'entre vous, et chacune également, puisqu'il faut être féministe, fait partie d'une expérience scientifique extraordinaire. Vous allez participer à un traitement révolutionnaire en tant qu'observateur d'une espèce très singulière qu'on appelle le VIH. Avant de vous présenter le patient en quelques mots, j'aimerais vous apporter des précisions. Mathieu est né dans les années 90, manifestement, par terre, dans la rue. D'après nos recherches, ses deux parents étaient consanguins. Nous avons poussé la généalogie jusqu'à découvrir qu'eux-mêmes étaient issus de parents consanguins. Finalement, découvrir qu'il s'agit là de deux trisomiques lourds. Apparemment, ils auraient été accouplés tous les deux en laboratoire, assidés par l'idée que moins pourrait faire plus. Vous allez le constater par vous-même si ça n'est pas déjà fait. Moins, ça peut faire aussi carrément moins. Mathieu, c'est d'abord plusieurs personnalités, on l'a tout de suite senti.
C'est un garçon très difficile à approcher. La plupart du temps, on met des gants. Vous allez avoir peut-être des réflexes de survie, une distance avec l'individu. Parce que Mathieu, c'est une personne qui aimerait être du Nord et à la fois aimerait être du Sud. C'est une personne qui ne sait pas faire l'accent du Nord et qui ne sait pas faire l'accent du Sud. C'est une personne qui est également tiraillée politiquement entre les extrêmes gauche et les extrêmes droite. Et cela s'explique par une raison extrêmement simple, c'est que Mathieu, pendant très longtemps, était encarté au Parti Socialiste. Il est donc dans la recherche de lui-même, la quête permanence de ce qu'il doit faire et de ce qu'il doit faire. Et ça explique aussi sa haine du bourgeois. Vous verrez peut-être qu'à un moment donné, il s'en prendra une bourgeoise dans la salle, laquelle représenterait la France blanche et chrétienne, en lui disant « J'espère que tu te fais enculer par Kirikou ». De temps en temps, Mathieu a ces moments d'absence terribles, qui nous mettent vraiment mal à l'aise. Mathieu s'adresse à une femme qui n'existe pas. Qui n'existe plus en tout cas, elle s'appelle Elisa. Elisa, c'est cette jeune gamine de 20 ans que Mathieu aura tour à tour volée, violée, parfois même dévorée, à plusieurs reprises, sous couvert d'amitié et au nom de l'association naturellement. La rumeur veut qu'elle ait été candidate l'espace d'un soir. Candidate malheureuse peut-être. Et il s'adresse à elle, de temps en temps il se met à genoux, il l'implore pour qu'elle revienne parce qu'il a conscience que ce qu'il a fait c'était absolument pathétique et terrible. Alors Mathieu, je ne sais pas ce qu'on peut faire de toi, tout le monde s'interroge ici. On espère que c'est ta dernière année, que tu partiras en BTS. Je crois savoir qu'il y a des pétitions, des groupes Facebook qui sont en train de s'organiser. Sauvons Mathieu. Parce que Mathieu, c'est vrai que tu manies bien l'oxymore, j'allais dire à ce titre, parce que tu en veux un, que tu es talentueux. Tu manies bien le droit de réponse aussi, ce qui nous enlève absolument toutes les vannes sur l'haltérophilie lesbienne. Parce que je l'avais. Je sais plus ce que je vais dire sur Elisabeth. En tout cas, Mathieu, tu fais de bonne humeur, tu es vivant, tu es dynamique, tu es agréable, tu ne traites pas le sujet, c'est le propre de chaque candidat, tu l'illustres en permanence, mais j'en reparlerai peut-être plus tard. J'aime bien ce que tu fais, c'est vivant, c'est drôle, ça marche. Et vraiment pour ça, je pense qu'on pourrait vraiment aussi, là encore une fois de plus, t'applaudir, sincèrement. Alors Elisa, souvenir. Comment aurais-je pu t'oublier, Elisa? Je t'ai cherché désespérément sur Facebook à l'issue de cette soirée, celle de notre rencontre, réalisant que j'avais eu des mots durs pour toi. De mémoire, j'avais dit que tu jouissais glauque. Je m'en souviens, c'est que je crois que tu es la seule femme à qui je dis ça. Sans même avoir éprouvé la chose. Tu t'avais donc en conséquence comparé à Winnie l'ourson, parce que je garde un excellent souvenir de mon enfance. Et finalement, on se retrouve sur tant de choses et tant d'idées que tu as toi-même énoncées. Voilà qu'au milieu de ton discours, tu nous expliques que vous n'avez pas été sélectionné pour des considérations culturelles. Oui. Assurément. Au point que l'on se demande quels étaient les juges précédents, si l'absence de culture était déjà présente dans le jury, et que finalement c'est cette absence de culture qui autorise une absence de culture aujourd'hui. Une culture, tu en as toutefois une qui me parle plus ou moins, celle du plan A3, que j'ai l'habitude d'appeler la sexualité en nombre impair. Celle qui fait que je suis très seul en ce moment. Elisa, tu es une oratrice indéniable. Comment capter l'attention d'une salle qui est en train de décliner? Donc, je vais vous parler de Diderot. Astuce. Maintenant que je vous ai bien enfoncé avec Diderot, un petit passage du Nouveau Testament. Ça réconcilie tout le monde, vous allez voir, c'est un discours d'amour et de paix. L'amour et de paix. La paille, la poutre. Le catéchisme selon Elisa. Le moment d'attention de Mathieu à ce moment-là était total. Ton contradicteur était à fond. La poutre? Ah mais Elisa, je la poutre. Je suis là, il n'y a aucun souci. C'est une haltérophile lesbienne, je vais te la convertir, moi, il n'y a pas de problème. On va changer tout ça. Ton droit de réponse. Oh, il faut arrêter de nous piquer toutes les deux. Tu l'as descendu en flèche. Je m'attendais presque à ce que tu le traites, pour faire le parallèle avec l'haltérophilie lesbienne. Tu prends l'exact contraire, c'est un anorexique homosexuel. Qui en plus est plutôt proche du réel. Ah, enfin, une belle phrase à la fin, sur la réconciliation post-coïtale. Ça
position difficile, c'est deux personnes de Plédessec, et en plus, je suis sacrément déçue. Beaucoup de choses à dire. Mathieu, il nous a quand même fait sur 5 minutes de discours quelque chose qu'on voit tous les jours dans notre vie. Un juif qui présente la télé. Ah, je suis sortie chez moi, c'est vraiment, j'étais là, TF1, y'a pas de problème. Non, c'est bien, mais par contre, reste dans tes clichés. Hein, et c'est pas les accents. Et c'est surtout pas les accents, vraiment, c'est bien parce que c'était un snob qui parle à d'autres snobs et la crème de la crème aime qu'on lui parle des beaufs. La Salari, c'était bien. Elle arrive au début, c'était vraiment ton meilleur moment finalement. Dommage que ça ait duré 1 minute. C'est pas la première fois qu'on me dit ça. Là encore, hein, toujours sur le thème des snobs, les ch'tis, les marseillais, tout ça c'est scénarisé. Pour que les snobs comme ça puissent se masturber là-dessus. Oh, je suis tellement plus intelligent. Et tu l'as très bien fait, comme quoi TF1 te bouffera. Mais bon, t'as de la chance, tu es juif, tu survivras peut-être grâce à tes relations. C'était audacieux, par contre c'était audacieux. Une plaidoirie à base de citations des ch'tis et des marseillais, même avec le niveau de Plédessec, on n'avait jamais vu ça. Et pourtant, certaines personnes ici, typiquement Mathieu et Elisa, ont réussi à dire des conneries plus grosses encore, hein, mais quelle belle introduction. Non, c'était vraiment... Tu pouvais plus nous décevoir, on pensait que tu pourrais plus nous décevoir après, et ah, tu déconnes pas, quoi, c'est... Mathieu Cléache, il porte le 16e sur lui, vous l'aurez tous noté. Et Mathieu Cléache te défend Mélenchon. Pendant... Alors ça a duré 20 secondes et il a souffert, moi j'ai vu, il tremblait un peu. Mathieu Cléache qui se cache derrière l'acronyme breton, mais... Non, l'acronyme, patronyme breton, mais qui finalement est quand même très juif, tout le monde l'aura dit dans la salle, là encore, qui nous défend du coup derrière Marine Le Pen. C'est un homme plein de contradictions. Non mais tu m'as vraiment, enfin, tu m'as parlé, vraiment, au moment où tu as parlé de gêne intense. Parce que je vivais depuis 3 minutes, c'est mon vice-presse, hein, le mec, on l'a choisi dans l'assaut, là encore. Elisa parlait des problèmes de recrutement, effectivement, ça ouvre les yeux quand on se met de ce côté-là. Et puis bon, je pensais que Charles te parlerait de morale, il a été peut-être plus dur avec Vincent qu'avec Mathieu qui nous trouve aussi une morale là-dessus. Mais tu nous dis, avant d'introduire ta morale, j'espère que ces petites scénettes vous ont éclairé. Qui elles ont éclairé? Non mais dites-moi, parce que qui s'est senti éclairé? Genre, oui, clairement, on voit très bien quel sujet il va traiter. Voilà. Du coup, je pense que toi-même, dépité, tu t'es dit, je vais me remonter le moral. Donc le mec se dit, ça pourrait presque être de la poésie en prose. Le mec parle de lui et de son propre discours. C'est comme si là, j'étais là en mode, oh, je suis en train de le déboîter. On sent bien, bien. Et on a Mathieu qui nous parle de son discours et on a Elisa qui nous fait un combo incroyable. Métadiscours, plus contextualisation du sujet, plus private joke. L'échec introductif. C'est-à-dire que la moitié de la salle, à part les 3-4 personnes de plaid qui voyaient le truc, et enfin on était 4 au dernier week-end d'assaut, donc tout le monde n'a pas saisi toutes les blagues. Le bureau de plaid riz jaune. Ça nous a coûté un bras, je sortais à peine de Mathieu, du discours de Mathieu. C'est Elisa, ça déteint. Et je me suis dit, bon, Elisa, c'est une femme forte, c'est un peu mon alter ego en première année, je retire cette pensée. Pas du tout, on n'a rien à voir. Et tu m'as déçu en faisant, comme Vincent, là encore, Elisa, t'as encore plus qu'invité. Hein. Il y avait des lots à la fin de cette vidéo, je les ai pas amenés. Je sais pourquoi maintenant. Tu ne les mérites pas. Et puis bon, t'as prise dans l'association. Quelle autre association vous êtes toi? C'est dur, je sais. Merci de souligner l'échec de la logistique, puisqu'il n'y a pas de PowerPoint tellement sur les sujets, et une fois de plus de nos recrutements, et de permettre à Charles de rebondir là-dessus, qui sont les connards qui les choisissent, c'est moi. Et oui, pas que moi, mais les autres, hein. Tu es avec nous, tu es dans notre équipe, Elisa, tu peux pas, Vincent, encore on le pardonne. Tu peux pas nous critiquer comme ça, c'est tout. Et là encore, c'est là où c'est surprenant, tu es appelé des sacs, Elisa. Si tu n'as pas compris le sujet, on a une boucle mail, les 2 conversations Facebook, et moi-même je suis disponible, tu peux venir m'en parler. Parce que là, clairement, tu nous as dit, je sais pas, le nœud, la négation, clairement, on peut t'aider. Hein. On est 20 dans l'assaut, on va y arriver. Bon, j'ai
fait pas mal de blagues sur le fait que tu savais pas articuler et qu'en plus t'étais en train de muer. Si, elle est en train de muer. On t'avait pas mis le sujet la crème de la crème pour limiter tes adhésions au cul. On s'est dit non, quand même pas, Elisa. En plus, face à Charles Cazal une deuxième fois. Et t'as réussi à y aller, quoi. Et c'est là où, tu vois, je me suis dit finalement, t'es pas mon alter ego, mais quand même l'héritière de la légèreté du décès. Je suis un peu fière de toi. Un petit peu. Enfin bon, là encore, hein, je suis quand même assez fière de vous. Pas trop d'Elisa, voler la conclusion de la guerre des prêtres de la communauté chrétienne, Elisa. Tu sais d'où tu tiens cette référence de la paille à poutre. Tous ceux qui étaient à la guerre des prêtres le savent. Tu l'as volée, Elisa. Tu m'as déçue, Elisa. Tu es... Les soirées petites bourgeoises de la banlieue profonde toujours suscité chez moi un certain ennui, finant au mépris plus total. Quand je vous parle, je ne sais pas si ça se voit, je m'emmerde profondément. Ayant reçu une éducation meilleure que dans le 16e, où on se complaît apparemment à certains plaisirs télévisuels, qui tournent entre M6 et TF1, pas W9, où la référence culturelle à 12 ans est Steve Adams, et à 18 ans Benjamin Castaldi. Mais ce qu'il y a de gênant pour moi d'entendre mélanger ici une évangéliste nymphomane avec un bisexuel qui a envie de se la faire avec son aumônier aussi. Si je devais reprendre le discours de Mathieu Cléache, finalement, c'est tout ça, c'est cette incapacité à conclure, tant son discours que sa relation. C'est cette déception profonde qui veut lui faire prolonger des scènes en actes, alors qu'il l'avoue lui-même, ce sont 3 petites scénettes. C'est surtout ce moment où il s'imagine que son discours provoque dans le public un émoi général, alors que son coït intense a été de toute évidence pratiqué avec sa main droite. Effectivement, Mathieu, déjà quand on a capté à son prénom, on ne peut pas être de bon goût. C'est peut-être pour ça que tu n'arriveras jamais à conclure avec Elisa, qui a lu l'évangile selon saint Matthieu avec 2 T. Il n'a aucune chance. Aucune. Je te le dis vraiment, non pas par mépris, parce que même si je méprise les gens qui n'ont qu'un T à leur prénom, j'ai quelques compassion pour ta nullité, mais je te le dis vraiment presque par amitié. Trouve-toi un autre partenaire et surtout de lui lire un autre évangile. De lui lire un autre évangile parce que, un petit peu comme à l'image de votre camarade féminine tout à l'heure, dont j'ai oublié Noël, voilà, dont j'avais oublié le nom, il y a chez cette jeune femme un désir de libération qui en dit véritablement long sur la condition des hommes de nos jours en France. Nous sommes assimilés, messieurs, il faut tout de même l'avouer, à des poutres. Et rien qu'à des poutres. Ils ne donnent même pas à réfléchir, elles méprisent
justice sont contradicteurs au point de dire à un juif, je cite, je ne sais pas quoi faire de la négation, c'était...